Le traitement est cher, a crié ma mère en direct sur le livestream. Ils ont montré des photos de moi rasé, ont créé une page GoFundMe et ont récolté 92 000 € en une semaine. Mais je n'ai jamais été malade. Je n'ai jamais vu de médecin. Je n'ai même jamais eu de symptômes. J'avais 15 ans et j'ai trouvé la perruque et les fausses factures d'hôpital dans le placard. Que ai-je fait ensuite? Je les ai fait tout perdre. Je n'ai jamais demandé à être la fille malade. Celle dont la bataille courageuse contre le lymphome a inspiré des collectes de fonds et des prières sur Facebook. Celle dont les parents ont empoché 70 000 € de dons tout en me donnant des vitamines au lieu de la chimiothérapie. La vérité était simple. Je ne mourrais pas. J'étais en train d'être effacé. Remplacé par une fiction rentable que ma mère dirigeait avec la précision d'une réalisatrice hollywoodienne. Le jour où j'ai trouvé ces documents médicaux mis en scène cachés dans notre maison, quelque chose a changé en moi. Pas un diagnostic de cancer, mais quelque chose d'également déterminant pour ma vie. La prise de conscience que démasquer le mensonge parfait de mes parents me coûterait tout ce que je connaissais. Mais sauver la seule chose qui importait, ma vérité. Regarde-toi plus faible, Rowan. Incline un peu plus la tête. Les doigts de ma mère ajustaient la lumière annulaire, projetant une lueur irréelle sur mon visage. Je fis ce qu'elle me demandait, affaissant mes épaules et laissant mes paupières s'abaisser. Le petit voyant rouge de la caméra clignota en retour, enregistrant chaque instant de ma performance. Parfait, murmura maman, reculant pour examiner son œuvre. Maintenant, souviens-toi de ce que nous avons pratiqué. Je hochai la tête, mon estomac se tordant en nœud familier. Le livestream commença, et maman, Mireille Lambert, se transforma instantanément pour notre public croissant de supporters. Sa voix s'adoucit d'une émotion maîtrisée en s'adressant à la caméra. Merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Comme beaucoup d'entre vous le savent, notre belle Rowan a reçu son diagnostic il y a 3 semaines, un lymphome de stade 2. Sa voix se brisa au moment parfait. Les médecins disent qu'elle est forte, mais les traitements à venir seront difficiles. Je fixai la caméra, essayant d'avoir l'air suffisamment malade et courageuse. Pas trop malade. Maman disait que cela déprimait les dons, mais pas trop en forme non plus. Cela suscitait des soupçons. L'équilibre était épuisant à maintenir. Nous sommes tellement reconnaissants de votre soutien, continua maman, tendant la main vers la mienne. Je la laissai la prendre, sentant ses ongles parfaitement manucurés s'enfoncer dans ma paume, un avertissement silencieux de jouer le jeu. Les factures médicales sont écrasantes, mais votre générosité grâce à notre GoFundMe a été une bénédiction. Je souris faiblement à la caméra. Merci, murmurai-je, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Lorsque le livestream se termina, le sourire de maman disparut aussi vite qu'il était apparu. Elle débrancha la lumière annulaire et vérifia le compteur de dons sur son téléphone. Pas mal, près de 700 € aujourd'hui. Je hochai la tête, la regardant naviguer à travers les notifications avec satisfaction. La page GoFundMe avait récolté plus de 20 000 € en seulement 3 semaines, tout cela pour une maladie que je n'avais pas. Le lendemain matin, au collège Saint-Exupéry, je traversais des couloirs tapissés d'affiches « Rétablis-toi vite, Rowan ». Des élèves que je connaissais à peine m'abordaient avec des sourires compatissants, m'offrant des bracelets faits maison et des cartes. Les professeurs me parlaient à voix basse, comme si un volume normal pouvait me briser. « Nous sommes tous là pour toi, Rowan », dit mon professeur de français, me serrant l'épaule. « Ne t'inquiète pas pour la date limite de l'essai. Prends tout le temps dont tu as besoin. » Je hochai la tête, marmonnant un merci, tandis que la culpabilité me brûlait la poitrine. L'assemblée de l'après-midi fut pire. Toute l'école se réunit pour annoncer une collecte de fonds pour mes traitements. La directrice, Madame Lefebvre, parla de courage et de communauté, sa voix chargée d'émotion. Une présentation vidéo jouait des photos fournies par maman. Moi, l'air pâle sous un éclairage soigneusement choisi, portant un bonnet qui suggérait une perte de cheveux qui n'avait pas eu lieu. « Rowan, voudrais-tu dire quelques mots » demanda Madame Lefebvre, désignant le microphone. Je me figeai. Maman avait préparé un discours, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge alors que je faisais face à des centaines de visages sincèrement préoccupés. Ces gens croyaient que je mourrais. « Je vous remercie tous », réussis-je à dire, ma voix à peine audible. Cela compte beaucoup. Madame Lefebvre m'enveloppa dans une étreinte. « Quelle force » murmura-t-elle. L'audience applaudit, certains essuyant des larmes. Plus tard ce jour-là, je m'assis seul dans ma chambre,
écrivant dans le journal que je gardais caché sous mon matelas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Maman et papa disent que j'ai le cancer, mais je ne me suis jamais senti malade. Pas de médecin, pas d'hôpitaux, pas de vrais traitements, juste ces smoothies bizarres que maman fait et des vitamines qui ont un goût de craie. Les gens continuent de me demander mes traitements, et je hoche simplement la tête. Maman dit que c'est compliqué et que je ne comprendrai pas le jargon médical. Mais ne ressentirais-je rien si j'étais vraiment malade? Je fermai le journal quand j'entendis des pas approcher. Léo, mon petit frère de 9 ans, fit un signe de tête par l'encadrement de la porte. Maman dit que le dîner est prêt. Il entra, ses yeux écarquillés d'inquiétude. « Tu te sens mal encore ?» Je secouai la tête, essayant de sourire. « Non, je vais bien aujourd'hui, Léo. » Léo inclina la tête, la confusion traversant son visage. « Alors pourquoi maman t'a mis cette perruque pour les photos hier ?» Mon cœur fit un bond. « Quelle photo ?» Celle qu'elle montrait à Madame Martin d'un accent grave côté. « Elle t'avait mise avec une perruque et tu avais l'air vraiment malade. » Léo s'affaissa sur mon lit. Madame Martin a beaucoup pleuré. Un sentiment de froid me parcourut la poitrine. Avant que je puisse en demander plus, maman apparut dans l'encadrement de la porte. « Léo, je t'ai dit d'appeler ta sœur pour le dîner, pas de la déranger avec des bavardages. » Son ton était léger, mais ses yeux lancèrent un avertissement lorsqu'ils croisèrent les miens. Rowan a besoin de se reposer. Au dîner, papa, Damien Lambert, parlait à peine, poussant sa nourriture sur son assiette pendant que maman discutait de la prochaine collecte de fonds au centre communautaire. Papa, au chômage depuis près de 8 mois, avait pris l'habitude de fixer le vide lors de ces conversations. Le docteur Leclerc a dit que nous devions nous attendre à de la fatigue après la prochaine tournée, dit maman, me serrant la main par-dessus la table. Mais notre fille est une combattante. Je levai les yeux. Quand est-ce que je revois le docteur Leclerc? La question atterrit comme une pierre dans l'eau calme. Le sourire de maman se resserra. Ne remets pas en question ce que tu ne comprends pas, ma chérie. Les calendriers médicaux sont compliqués. Mais je n'ai pas. Écoute ta mère, dit papa, sa voix rompant rarement le silence. Ce soir-là, j'attendis que la maison devienne silencieuse. L'horloge comptoise dans le couloir sonna 1 heure lorsque je sortis du lit et rampai vers la chambre de mes parents. Leur porte était entr'ouverte. Ils dormaient tous les deux profondément, surtout papa après ses bières nocturnes. J'ignorais leur lit et me dirigeai directement vers le dressing. Maman gardait une boîte à chaussures sur l'étagère du haut, dans laquelle je l'avais vue se cacher à plusieurs reprises à la hâte. Me tenant sur la pointe des pieds, mes doigts effleurèrent du carton. Je la descendis avec soin et la portai dans le couloir où une faible veilleuse fournissait suffisamment de lumière. À l'intérieur de la boîte, mes soupçons se matérialisèrent en preuve. Des impressions de factures médicales avec des en-têtes incohérents, clairement retouchées dans un logiciel de photographie. Des photos mises en scène de moi semblant malade dans divers contextes. Un petit sac contenant un pansement ensanglanté qui, lorsque je le reniflais, sentait distinctement le ketchup. Mes mains tremblaient. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mais voir les preuves fabriquées de ma maladie les rendait horriblement réelles. Ce n'était pas juste un malentendu. C'était délibéré, calculé. Je sursautai presque quand une latte de parquet craqua. Papa se tenait dans le couloir, sa silhouette instable. « Papa » murmurai-je, sans prendre la peine de cacher la boîte. « Qu'est-ce que tout ça? Je ne suis pas malade, n'est-ce pas ?» Il me fixa pendant un long moment, ses yeux injectés de sang. « Retourne te coucher, Rowan. »« Papa, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. » Il se passa une main sur le visage. « Nous avons fait ce que nous devions faire, » dit sa voix creuse. « Range ça et va dormir. » Le lendemain à l'école, je fus convoqué au bureau de la conseillère. Madame Duval, avec ses yeux gentils et son bureau coloré rempli de jouets anti-stress, me fit signe de m'asseoir. « Rowan, comment te sens-tu aujourd'hui? » « Vraiment ?» Je haussai les épaules, prenant une balle anti-stress sur son bureau. « Bien, je suppose. Ton professeur a mentionné que Léo a dit quelque chose de préoccupant hier à propos d'une perruque. » Mes doigts se resserrèrent sur la balle. C'était juste pour des photos, pour montrer ce qui pourrait arriver. Je n'ai pas encore commencé à perdre mes cheveux. Madame Duval hocha lentement la tête. Rowan, je veux que tu saches que c'est un espace sûr. S'il y a quoi que ce soit,
N'importe quoi du tout, dont tu veux parler, je suis là. Ses yeux me cherchaient. Te sens-tu en sécurité à la maison, Rowan? La question flotta dans l'air entre nous. Est-ce que je me sentais en sécurité? Je ne m'étais jamais considéré en danger. Mes parents ne m'avaient jamais frappé, ne m'avaient jamais menacé physiquement. Mais le nœud dans mon estomac quand maman préparait un autre livestream racontait une autre histoire. Oui, mentis-je, détournant le regard. Je suis juste fatigué de tout ça. Ce soir-là, mon téléphone bourdonna continuellement de notifications. Un YouTuber populaire avait partagé mon histoire, dirigeant ses millions de followers vers mon GoFundMe. Les dons affluèrent. 5 €, 20 €, des centaines de donateurs anonymes avec des messages sincères sur leur propre parcours de cancer. En bas, j'entendis le pop d'un bouchon de champagne et le rire ravi de maman. 60 000 €, s'exclama-t-elle. Nous avons réussi, Damien. Je restais allongé dans mon lit, fixant le plafond pendant que leur célébration continuait. Quelque chose en moi changea. La confusion qui s'était accumulée pendant des semaines se cristallisa en une clarté froide. Mes parents m'utilisaient, mon visage, mon existence pour commettre une fraude, et je les aidais à le faire. Cette nuit-là, quelque chose en moi céda. Je n'étais plus seulement une victime. Je devenais complice, et je ne pouvais plus vivre avec ça. Le lendemain matin, je me réveillais avec un plan. Pendant que maman était occupée à mettre en scène notre salon pour une vidéo de mise à jour, je fouillais dans mon tiroir de bureau et trouvais une vieille clé USB d'un projet scolaire. Ce serait ma cachette, un endroit pour recueillir des preuves de ce que faisaient mes parents. Je créai un dossier intitulé Notes de biologie et commençai ma collection. D'abord, des captures d'écran de la page GoFundMe me montrant les dons qui s'accumulaient, maintenant plus de 65 000 €. Ensuite, je sauvegardais des liens vers tous les livestreams que maman avait publiés, en téléchargeant des copies avant qu'elle ne puisse les supprimer. Je photographiais les faux documents médicaux que j'avais trouvés dans la boîte à chaussures, en prenant soin de tout remettre exactement comme je l'avais trouvé. La clé USB me semblait lourde dans ma poche en descendant pour le petit déjeuner. Maman était au téléphone, sa voix résonnant depuis la cuisine. Oui, nous sommes tellement reconnaissants. Le soutien de la communauté a été écrasant. Elle rit. Ce rire public tintant qu'elle utilisait pour le public. Oh, tu ne croirais pas à quel point elle est résiliente. Bien sûr, les traitements sont épuisants, mais elle ne se plaint jamais. Je restais dans le couloir, mon téléphone à la main, enregistrant entre nous. La voix de maman tomba dans un murmure complice. C'est incroyable ce qu'un filtre peut faire. Les gens sont tellement crédules quand ils voient une adolescente pâle. Ajoutez quelques cernes sous les yeux et les dons doubles. Mon estomac se retourna, mais je continuai d'enregistrer jusqu'à ce qu'elle raccroche. Quand j'entrai enfin dans la cuisine, le masque de maman se remit en place. Mère inquiète, gardienne dévouée. Voilà ma courageuse, dit-elle en lissant mes cheveux. Je t'ai fait un smoothie protéiné. Sur ordre du médecin. Je le bus sans argument, sachant qu'il ne contenait que de la poudre de protéines du supermarché et des fruits congelés. Pas de médicaments, pas de traitement, juste des accessoires dans une performance élaborée. Cet après-midi-là, Léo entra en sautillant dans ma chambre, un dessin serré dans la main. Regarde ce que j'ai fait en cours d'art aujourd'hui. Le dessin au crayon me montrait allongé au lit pendant que maman se tenait à côté d'elle, tenant ce qui ressemblait à du papier vert. De l'argent. Mon cœur se serra. C'est magnifique, Léo, dis-je, essayant de garder ma voix ferme. Pourquoi suis-je au lit? Parce que tu es malade, dit-il simplement. Et maman reçoit de l'argent pour te guérir. Je le pris dans mes bras, retenant mes larmes. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Il hocha la tête contre mon épaule. Quand tu iras mieux, pourrons-nous retourner au parc? Maman dit que tu es trop faible maintenant. Bientôt, promis-je, bien que le mot sonne creux. Le lendemain après l'école, je dis à maman que j'avais besoin d'aller chercher un livre à la bibliothèque. Au lieu de cela, je marchais jusqu'à la pharmacie centrale où maman prétendait remplir mes ordonnances. Monsieur Dubois, le pharmacien qui connaissait notre famille depuis des années, sourit quand j'abordais le comptoir. Rowan, content de te voir debout et en forme. Que puis-je faire pour toi? Je tordis nerveusement la bretelle de mon sac à dos. Je devais recharger ma prescription pour le traitement du lymphome. Son sourire vacilla, la confusion traversant son visage. Traitement du lymphome?
Je n'ai aucune ordonnance de ce genre pour toi, Rowan. Es-tu sûr? Ma mère a dit, la seule chose que j'ai remplie pour toi cette année, c'était cet antibiotique pour le mal de gorge l'hiver dernier. Il se pencha, l'inquiétude évidente dans ses yeux. Tout va bien? Juste un malentendu, marmonnai-je, reculant. Merci quand même. Cette confirmation, cette preuve physique de la part de quelqu'un en dehors de notre famille, me procura simultanément un soulagement et une terreur. Je n'étais pas folle. Il n'y avait pas d'ordonnance parce qu'il n'y avait pas de cancer. Mais cela signifiait que la fraude était réelle et qu'elle grandissait de jour en jour. J'avais besoin d'un allié, quelqu'un en qui je pouvais avoir une confiance totale. Thomas Durand était mon ami depuis la 6e année. Silencieux et doué pour la technologie, il était resté à mes côtés même lorsque l'histoire du cancer commença à circuler. Pendant le déjeuner le lendemain, je l'emmenai à l'écart dans une salle de classe vide. J'ai besoin de te dire quelque chose, mais tu dois jurer de ne le dire à personne. Thomas hocha solennellement la tête. Je le jure. Qu'est-ce qui se passe? Les mots sortirent en cascade. Le faux diagnostic, la cagnotte, la tromperie élaborée de mes parents. Je lui montrai des photos de ma clé USB, y compris des captures d'écran des factures médicales mises en scène. Quand j'eus fini, il resta silencieux pendant un long moment. Je te crois, dit-il finalement, sa voix calme mais ferme. C'est dingue, Rowan. Vraiment dingue. Des larmes de soulagement me piquèrent les yeux. Je ne sais pas quoi faire. D'abord, nous avons besoin de plus de preuves. Je peux aider à ça. Thomas avait remporté des prix régionaux pour le montage vidéo. Si tu m'envoies ces vidéos de livestream, je peux en extraire les métadonnées, prouver quand elles ont été filmées, vérifier le montage. Au cours de la semaine suivante, Thomas et moi travaillâmes ensemble en secret. Il analysait les vidéos pendant que je continuais à recueillir des preuves. Un après-midi, alors que Thomas examinait la piste financière de la cagnotte, il fit une découverte. Rowan, regarde ça. Il pointa son écran d'ordinateur. Ta mère a transféré les dons sur 3 comptes distincts. L'un d'eux a été utilisé pour des achats en ligne. Des trucs haut de gamme de Galeries Lafayette et du Printemps. Je fixai l'historique des transactions. La nausée me monta à la gorge. Des gens avaient donné leur argent durement gagné pour aider une adolescente malade et ma mère achetait des vêtements de designer. Mon enquête me mena au hangar derrière notre maison le week-end suivant. Papa y stockait de vieux papiers. Des boîtes de dossiers que maman jugeait trop encombrantes pour la maison. Pendant que mes parents emmenaient Léo à son match de soccer, je forçais le cadenas avec une technique que Thomas m'avait montrée. À l'intérieur d'une boîte de dossiers endommagée par l'eau, je trouvais la vérité enfouie sous des formulaires fiscaux, des lettres de rejet de sociétés de cartes de crédit, des avis de retard d'hypothèque d'avant notre déménagement dans notre maison. De location, des factures médicales au nom de maman pour des procédures cosmétiques. Mes parents n'étaient pas seulement opportunistes. Ils étaient désespérés, noyés sous la dette du chômage de papa et des dépenses de maman. L'arnaque au cancer n'était pas une idée soudaine. C'était une solution calculée à leurs problèmes financiers. Lundi à l'école, Madame Duval me convoqua à nouveau dans son bureau. Rowan, je dois te demander quelque chose d'important. Son expression était plus sérieuse qu'auparavant. Ton professeur de sciences a mentionné que tu n'as pas été dispensé pour des traitements ce mois-ci, malgré ce que ta mère a dit à l'école. Je fixai le sol, le cœur battant. J'ai besoin que tu me dises si quelque chose ne va pas à la maison, pressa-t-elle doucement. Tout ce que tu diras restera entre nous, sauf si tu es en danger. J'ai failli craquer à ce moment-là, j'ai failli tout lui dire. Mais qu'arriverait-il à Léo? Que arriverait-il à moi? Je n'étais pas prête. Tout va bien, dis-je, forçant un sourire. Les traitements sont espacés. Le prochain n'est que la semaine prochaine. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle me laissa partir en me rappelant que sa porte était toujours ouverte. Ce soir-là, maman se prépara pour un autre livestream. Elle appliqua de l'anti-cerne sous mes yeux, m'ordonna de porter un pull ample pour paraître plus mince, et positionna la lumière annulaire juste comme il faut. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu pleures, m'ordonna-t-elle. Juste quelques larmes. Pense à quelque chose de triste. Quand la caméra n'enregistrait pas, j'utilisais mon téléphone dans ma poche pour capturer ses vrais ordres. Fais rougir tes yeux. Je m'en fiche comment. Pince-toi si tu dois le faire. Mais maman, ce n'est pas.
Veux-tu que Léo continue à aller à ce programme de soccer chic? Veux-tu que nous perdions la maison? Arrête d'être difficile et fais ce que je dis. Le livestream fut le plus réussi jusqu'à présent. Maman annonça en pleurant que mon état avait des complications et que les traitements devaient être intensifiés. Elle promit de tenir tout le monde informé de mon parcours et les remercia de leur soutien continu. Quand ce fut fini, elle vérifia les dons avec satisfaction. Nous avons eu 5 000 € de plus. Ce groupe Facebook pour les mamans atteintes de cancer a vraiment tenu parole. Mon sang se glaça alors qu'elle faisait défiler son téléphone. Je pense que pour la prochaine mise à jour, nous devrons parler de trouver un donneur de moelle osseuse. Cela devrait vraiment attirer les gros dons. Quelque chose en moi se durcit. Une ligne avait été franchie. Il n'allait pas s'arrêter. Pas avant d'avoir drainé la moindre once de sympathie et chaque dollar possible de la part d'étrangers qui pensaient aider un enfant malade. Cette nuit-là, je pris ma décision. Il fallait que cela cesse. Le matin après l'annonce de maman concernant le donneur de moelle osseuse, je me rendis directement au bureau de Madame Duval avant la première période. Mes mains tremblaient tandis que je frappais à sa porte. « Avez-vous une minute ?» demandai-je, ma voix à peine audible. Elle hocha la tête, fermant la porte derrière moi. « Toujours pour toi, Rowan. » Je m'assis sur la chaise familière en face de son bureau, rassemblant mon courage. Si quelqu'un mentait sur quelque chose de grave, quelque chose d'illégal, comment le ferait-on arrêter? L'expression de Madame Duval resta neutre, mais je vis la reconnaissance dans ses yeux. Elle attendait cette conversation. Cela dépendrait de la situation, dit-elle prudemment. Et si cette personne avait des preuves de l'infraction? Et si elle en avait? Je sortis la clé USB de ma poche. Et si elle avait beaucoup de preuves? Au cours de la demi-heure suivante, je révélai des bribes de la vérité. Pas tout, mais assez. Madame Duval écouta sans interrompre, son visage devenant de plus en plus préoccupé à chaque détail. Rowan, dit-elle finalement, ce que vous décrivez est grave. Fraude, exploitation d'un mineur. Ce sont des crimes. Mais si nous voulons vous aider, cela doit être infaillible. Pas de lacune, pas de doute. Je ne peux pas gérer ça seule. Je devrais impliquer les autorités compétentes. Elle se pencha. Mais je vous promets ceci, votre sécurité passe avant tout. La vôtre est celle de Léo. Elle avait raison. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être géré par une simple conversation. Si je voulais dénoncer mes parents, j'avais besoin de preuves irréfutables et de protection pour ma sœur. Cet après-midi-là, j'utilisais l'ordinateur de l'école pour rechercher le docteur Leclerc, le pédiatre qui était censé m'avoir diagnostiqué. Selon maman, il avait déménagé dans une autre pratique, mais son nom n'apparaissait jamais dans les faux documents. Dans les dossiers de l'infirmière scolaire, je trouvais quelque chose d'inattendu. Un email du docteur Leclerc à l'infirmière Sophie datant d'il y a 8 mois. C'était bref mais préoccupant. Miss Sophie, suite à notre conversation concernant la famille Lambert. J'ai exprimé mes préoccupations aux canaux appropriés concernant les demandes de Madame Lambert pour de la documentation. Comme je l'ai mentionné, je suis incapable de fournir le diagnostic spécifique qu'elle demande pour sa fille sans test et symptômes appropriés. J'ai recommandé un second avis d'un oncologue. Veuillez garder cette correspondance confidentielle. Docteur Antoine Leclerc. Un email de suivi datant d'il y a seulement 2 semaines était encore plus révélateur. Miss Sophie, ceci est pour vous informer que je quitterai le cabinet médical des Lilas avec effet immédiat pour raisons personnelles. Toute demande future concernant Rowan Lambert devra être adressée au docteur Martin, qui prendra en charge mes patients. Docteur Antoine Leclerc. Mon cœur s'emballa alors que j'imprimais les 2 emails, en prenant soin de les supprimer de l'historique d'impression par la suite. Le docteur Leclerc n'avait pas déménagé par coïncidence. Il était parti immédiatement après avoir refusé de participer au stratagème de ma mère. Avec cette nouvelle preuve sécurisée, je passais à l'étape suivante. En utilisant une adresse email temporaire que Thomas m'avait aidé à créer, j'envoyais un message à Julien Moreau, le journaliste local qui avait soutenu notre collecte de fonds à ses débuts. Monsieur Moreau, je vous écris anonymement car j'ai des raisons de croire que la collecte de fonds pour le cancer de la famille Lambert est frauduleuse. Je vis près d'eux et j'ai observé des incohérences préoccupantes. Rowan Lambert ne montre aucun signe de maladie ni de traitement. La famille a fait des achats importants récemment, y compris de l'électronique coûteux. Peut-être que cela mérite une enquête avant que d'autres personnes ne donnent à cette cause.
Un voisin inquiet. L'appât était lancé. En 2 jours, Julien Moreau apparut à notre porte, badge de presse visible, bloc-notes à la main. Je regardais depuis l'escalier pendant que maman l'accueillait avec une chaleur calculée. Julien, quelle charmante surprise. Mireille, j'étais dans le quartier et j'ai pensé faire un saut pour prendre des nouvelles de Rowan. Comment va-t-elle? Le sourire de maman ne faiblit jamais, mais je perçus la tension momentanée dans ses épaules. Elle se repose à l'étage. Le dernier traitement a été particulièrement difficile. J'aimerais beaucoup la voir, juste 1 minute. Nos lecteurs ont été tellement investis dans son histoire. Bien sûr. La voix de maman conserva son ton joyeux, mais ses jointures blanchirent autour de la poignée de porte. Rowan, ma chérie, Julien est là pour te voir. Je descendis les escaliers lentement, jouant le rôle de la patiente affaiblie. Julien m'observa attentivement, ses yeux de journaliste captant les détails. Mon teint sain, ma démarche régulière, l'absence de tout effet secondaire visible d'une prétendue chimiothérapie. Rowan, c'est bon de te voir, dit-il, me serrant la main. Tu as l'air en pleine forme. Bonjour et mauvais jour, intervint rapidement maman. Aujourd'hui est un bon jour. Dieu merci. Julien hocha la tête, prenant une note sur son petit carnet. Et les traitements, si je comprends bien, vous êtes à l'hôpital Saint-Louis? Une lueur d'incertitude traversa le visage de maman. Nous avons récemment changé d'établissement. Le spécialiste dont Rowan a besoin est maintenant à l'hôpital Saint-Antoine. Je regardais Julien enregistrer cette information, son stylo s'arrêtant momentanément sur le papier. Il commençait à voir les incohérences. Après le départ de Julien, maman fit les 100 pas dans le salon, le téléphone collé à son oreille. Damien, rentre à la maison tout de suite. Il faut qu'on parle. Plus tard cette nuit-là, j'entendis mes parents se disputer dans leur chambre, leur voix s'élevant malgré leurs efforts pour rester silencieux. C'était censé durer 1 mois, Mireille. 1 mois pour régler les factures. Maintenant, c'est devenu national. Nous ne pouvons plus contrôler ça. Baisse la voix. Veux-tu que les filles t'entendent? Et si elles commencent à demander les dossiers de l'hôpital? Quand elles voudront interviewer ces médecins? Je m'en occuperai. Je m'en occupe toujours. Je me faufilais dans ma chambre, enregistrant leurs disputes sur mon téléphone. Les mots de papa confirmaient ce que je suspectais. Ce stratagème avait dégénéré au-delà de leur plan initial, devenant quelque chose qu'ils ne pouvaient pas facilement abandonner. Le lendemain, Léo tomba en jouant dans la cour arrière, se coupant le front sur une pierre de jardin. La coupure était assez profonde pour nécessiter des points de suture. Maman nous précipita donc toutes les 2 aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine, ironiquement l'établissement où je recevais prétendument mon traitement contre le cancer. Pendant qu'une infirmière nettoyait la blessure de Léo, une autre infirmière m'attira de côté dans le couloir. « Êtes-vous Rowan Lambert » demanda-t-elle doucement. Je hochai la tête, l'estomac serré. « Je suis l'infirmière Martin. Je travaille aussi en oncologie. » Elle jeta un coup d'œil vers la salle de traitement où maman consolait Léo. « Je vous cherchais dans notre système depuis que votre mère a mentionné vos traitements. C'est pourquoi je me suis porté volontaire pour aider votre frère. » Elle se pencha plus près. « Rowan, vous ne figurez pas dans notre registre du cancer. En fait, il n'y a aucun enregistrement de vous recevant un traitement ici jamais. Pourquoi votre mère dirait-elle cela? » Ma bouche devint sèche. Je ne sais pas. Si quelque chose ne va pas, si vous avez besoin d'aide. Maman sortit de la salle de traitement avant que l'infirmière ne puisse finir. Rowan, te voilà. Léo te demande. L'infirmière Martin me lança un regard significatif avant de s'éloigner. Un autre témoin. Une autre fissure dans l'histoire de mes parents. De retour à la maison, je fis mon mouvement le plus audacieux jusqu'à présent. J'appelai le service des archives de l'hôpital en utilisant le nom et la date de naissance de maman pour autoriser une demande de mon dossier médical complet. La commis m'informa que les dossiers seraient prêts dans 3 à 5 jours ouvrables et pourraient être retirés en personne avec une pièce d'identité. Cette nuit-là, je retournai dans ma chambre pour trouver maman assise sur mon lit, ma clé USB dans la main. « Qu'est-ce que c'est, Rowan ?» Sa voix était dangereusement calme. « Des trucs d'école, mentis-je. Des projets et des notes. » Vraiment? Elle la brancha sur mon ordinateur portable et ouvrit les dossiers. Alors, pourquoi contient-elle des enregistrements de conversations privées,
des captures d'écran de notre collecte de fonds, des copies de documents de notre chambre? Mon cœur battait contre mes côtes. Maman? Le coup de poing vint sans avertissement, me cinglant la joue et me faisant trébucher en arrière. Après tout ce que nous avons fait pour toi, dit sa voix tremblante de fureur, nous avons gardé un toit au-dessus de ta tête quand ton père ne trouvait pas de travail. Nous avons fait en sorte que Léo puisse continuer ses activités. Et c'est comme ça que tu nous rembourses. Elle se leva, la clé USB serrée dans son poing. Encore un mensonge, une autre trahison, et j'enverrai Léo loin. Ta tante Claire en Normandie a demandé à ce qu'il lui rende visite. Peut-être qu'un arrangement permanent serait le mieux. Elle sortit, emportant la clé USB avec elle, mais elle ne connaissait pas les sauvegardes que j'avais faites sur l'ordinateur de Thomas ni le compte de stockage cloud que Madame Duval m'avait aidé à configurer. Le lendemain matin, je regardais depuis la cuisine pendant que maman installait pour un autre livestream dans le salon. Cette fois, elle avait préparé un scénario sur Léo. Comment mon doux petit frère pourrait être une correspondance génétique pour un donneur de moelle osseuse dont j'avais désespérément besoin? C'était la goutte d'eau. Elle n'utilisait pas seulement moi et ni mort. Elle entraînait Léo plus profondément dans le mensonge. Je textai Madame Duval. Je suis prête. Arrêtons-les. Sa réponse vint immédiatement. Viens à mon bureau dès demain matin. Apporte tout ce que tu as. Cette nuit-là, je restais éveillé, la terreur et la détermination se combattant en moi. J'avais 15 ans, sur le point de dénoncer mes propres parents pour fraude et exploitation. Le chemin à parcourir serait douloureux, public et permanent. Mais en pensant au visage innocent de Léo, aux milliers de personnes trompées par les mensonges de mes parents, au docteur Leclerc contraint de démissionner plutôt que de participer à la fraude, je savais que je n'avais pas le choix. La vérité devait éclater, quel qu'en soit le prix. Et quand le matin vint, j'étais prête à payer ce prix. Le matin après ma décision, je m'assis dans le bureau de Madame Duval, mes mains tremblant tandis que je posais ma clé USB de sauvegarde sur son bureau. Dehors, les élèves se dépêchaient pour la première période, leur voix un murmure lointain derrière la porte fermée. J'ai tout sauvegardé, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'attendais. Les enregistrements, les captures d'écran, les emails, même ceux du docteur Leclerc à l'infirmière scolaire. Madame Duval brancha la clé dans son ordinateur, cliquant à travers les fichiers avec une expression sombre. C'est complet, Rowan. Tu as été très courageuse. Que se passe-t-il maintenant? Elle se tourna pour me faire face complètement. Cela dépend. Nous avons plusieurs options. Nous pouvons porter ça directement à la police, au service de protection de l'enfance, ou... Elle hésita. Vous avez mentionné le journaliste Julien Moreau. Il est déjà méfiant. Il pourrait aider à faire en sorte que cela soit couvert équitablement. Madame Duval hocha lentement la tête. Il pourrait être utile d'avoir cela dans le domaine public avant que vos parents ne puissent contrôler le récit. Mais Rowan, vous devez comprendre. Une fois que cela sera public, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre vie changera radicalement. Elle a déjà changé, murmurai-je. Au moins de cette façon. Elle change selon mes termes. Cet après-midi-là, Thomas m'aida à monter une vidéo dans son sous-sol pendant que ses parents étaient à une fonction de travail. Nous avons compilé les preuves les plus accablantes. Des images des coulisses de maman me cochant pour avoir l'air plus malade, des comparaisons côte à côte des faux documents médicaux avec de vraies en-têtes d'hôpitaux, des captures d'écran de l'argent de la cagnotte transférée sur les comptes personnels de mes parents. J'ai enregistré une voix off, déguisant légèrement ma voix, non pas pour cacher mon identité à ceux qui me connaissaient, mais pour rendre plus difficile la reconnaissance par des inconnus d'Internet plus tard. Je m'appelle Rowan Lambert, commençai-je, ma voix altérée étrangement calme. Depuis 4 mois, mes parents organisent une collecte de fonds prétendant que j'ai un lymphome de stade 2. Ils ont récolté plus de 70 000 € auprès de personnes gentilles et généreuses qui voulaient aider une adolescente malade. Mais je ne suis pas malade. Je n'ai jamais été malade et je ne peux plus me taire. La vidéo terminée durait 12 minutes. Thomas l'a mise en ligne sur un nouveau compte sous le pseudonyme La Voix de la Vérité. Nous avons programmé sa publication à 6 h du matin le lendemain. Es-tu sûr de ça? Demanda Thomas, son doigt planant au-dessus du bouton de programmation. Je pensais à Léo, au donateur trompé, à maman qui prévoyait d'exploiter ma sœur ensuite. Je suis sûr. Au déjeuner le lendemain, la vidéo avait 5000 vues. Au dîner, 50 000. J'avais envoyé le lien anonymement à Julien Moreau avec un simple message.
La vérité sur la collecte de fonds de la famille Lambert. Il m'a répondu en quelques heures. J'ai besoin de vous parler. Pouvons-nous nous rencontrer en privé? Nous avons convenu de nous rencontrer à la bibliothèque publique après l'école le lendemain. Julien nous attendait dans une salle d'études, son expression grave quand j'entrai. Rowan, dit-il doucement. Je suspectais que quelque chose n'allait pas, mais là, c'est au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Vous avez aidé à promouvoir la collecte de fonds, dis-je, pas de manière accusatrice, mais en constatant un fait. Il hocha la tête, un éclair de culpabilité traversant son visage. Je l'ai fait. Votre mère était convaincante. Je n'ai jamais pensé à vérifier avec l'hôpital. Il se pencha. Je veux aider à rectifier cela. Je travaille sur un article, mais j'ai besoin de savoir. Êtes-vous en sécurité à la maison en ce moment? La question plana dans l'air. L'étais-je? Maman m'avait déjà giflé une fois. Menacé d'envoyer Léo loin. Qu'est-ce qu'elle ferait quand la vidéo deviendrait vraiment virale? Non, admis-je. Je ne pense pas. En 48 heures, la vidéo explosa. Les médias s'en emparèrent, publiant des titres comme l'adolescente qui n'était pas malade mais mourait à l'intérieur et l'adolescente dénonce la fraude médicale de ses parents. La vidéo originale dépassa le million de vues avec des milliers de commentaires exprimant l'indignation et le soutien. Maman remarqua que quelque chose n'allait pas quand son téléphone commença à sonner constamment. Des amis, des voisins, même la présidente de son club de lecture appelèrent pour poser des questions sur la vidéo. Je regardais du haut de l'escalier pendant qu'elle faisait les 100 pas dans le salon, le téléphone collé à son oreille. Ce sont tous des mensonges, insista-t-elle, sa voix montant. Quelqu'un essaie de nous saboter. Probablement jaloux du soutien que nous avons reçu. Quand elle raccrocha, elle appela immédiatement, Damien, rentre à la maison tout de suite. Il faut qu'on parle. Je me retirai dans ma chambre, verrouillant la porte. À travers les murs fins, j'entendis Léo demander ce qui n'allait pas. Pourquoi maman pleurait? Mon estomac se tordit de culpabilité, mais je me rappelai que ce n'était pas de ma faute. Je n'avais pas créé cette situation. Au soir, maman avait organisé une petite conférence de presse dans notre jardin avant. Des équipes de télévision locales bordaient la rue pendant qu'elle se tenait près de notre boîte aux lettres. Papa, une présence silencieuse à ses côtés. Je regardais de ma fenêtre de chambre pendant qu'elle s'adressait aux caméras avec une indignation larmoyante. Ces accusations sont complètement fausses. Ma fille est malade. Nous avons des dossiers médicaux pour le prouver. Cette attaque contre notre famille vient de trolls en ligne qui n'ont rien de mieux à faire que de harceler une famille déjà en souffrance. Elle essuya ses yeux avec un mouchoir. Nous demandons de la discrétion pendant cette période difficile. La santé de Rowan reste notre principale préoccupation. Je détournai le regard de la fenêtre, écœuré par sa performance. Sur mon téléphone, je vis que GoFundMe avait publié une déclaration officielle. Nous prenons très au sérieux les allégations de fraude. La collecte de fonds pour le cancer de la famille Lambert a été temporairement gelée dans l'attente d'une enquête. Si des violations de nos conditions d'utilisation sont confirmées, tous les donateurs seront remboursés. Le lendemain matin à l'école, tout avait changé. Les élèves murmuraient quand je passais. Les professeurs évitaient mon regard. Mon casier avait été décoré de rubans de sensibilisation au cancer la semaine dernière. Maintenant, ces rubans avaient disparu, laissant derrière eux des carrés de peinture décolorée. Madame Duval m'appela dans son bureau pendant la deuxième période. Les services de protection de l'enfance ont été informés, dit-elle doucement. Ils voudront vous interroger aujourd'hui. Êtes-vous prête pour cela? Je hochai la tête bien que mon cœur battait dans ma poitrine. Et Léo? Ils parleront aussi à lui, séparément. Rowan, j'ai besoin que vous compreniez. Il pourrait recommander un retrait temporaire de votre domicile pendant que cela est enquêté. La réalité de ce qui se passait me frappa pleinement. Il se peut que je ne dorme pas dans mon propre lit ce soir. Il se peut que je ne voie pas ma sœur. Est-ce que Léo et moi resterons ensemble? Madame Duval me serra la main. Nous ferons tout notre possible pour que cela se produise. L'assistante sociale des services de protection de l'enfance, Madame Bernard, me rencontra dans la salle de conférence. Elle était gentille mais directe, prenant des notes pendant que je racontais tout. Le faux diagnostic, la collecte de fonds, les mensonges croissants de maman, les menaces quand j'ai commencé à poser des questions.
Rowan, dit-elle doucement, d'après ce que vous m'avez dit et les preuves que vous avez fournies, je ne pense pas qu'il soit sûr pour vous de rentrer chez vous aujourd'hui. Avez-vous des parents dont vous pourriez séjourner temporairement? Ma tante Claire, la sœur de mon père, elle habite à environ 20 minutes. Madame Bernard hocha la tête. Nous la contacterons. Et votre frère? Pensez-vous qu'il est en danger immédiat? Ma voix trembla lorsque je répondis, maman ne lui ferait jamais de mal physiquement. Mais elle prévoyait d'utiliser Léo dans l'arnaque ensuite, prétendant qu'il pourrait être mon donneur de moelle osseuse. Et elle a menacé d'envoyer Léo loin si je ne coopérais pas. À la fin de la journée scolaire, des dispositions avaient été prises. La tante Claire prendrait la garde temporaire de Léo et de moi pendant que l'enquête se poursuivait. J'attendis dans le bureau de Madame Duval jusqu'à la dernière cloche, lorsque Madame Bernard revint avec Léo. « Rowan, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Léo, ses yeux écarquillés de confusion. « Ils ont dit qu'on allait chez la tante Claire pour une soirée pyjama. » Je m'agenouillai à son niveau, écartant ses cheveux de son visage. « C'est ça. Ce sera amusant. Et la tante Claire a ce gros chat moelleux que tu aimes. » Mais maman pleurait quand ils lui ont parlé. Elle a dit que des gens méchants racontent des mensonges sur nous. Je déglutis difficilement. « C'est compliqué, Léo. Je promets que je t'expliquerai quand tu seras un peu plus âgé. » Ce soir-là, alors que Léo jouait avec le chat de la tante Claire dans la chambre d'amis, je reçus un SMS de Thomas. « Regarde les nouvelles. » L'article de Julien Moreau avait été publié en ligne. L'adolescente qui n'était pas malade mais mourait à l'intérieur, la vérité derrière la fraude du cancer de la famille Lambert. Le texte était complet, citant plusieurs sources. L'hôpital confirmant que je n'avais jamais été traité là-bas, d'anciens voisins notant ma santé apparente, des registres financiers montrant les mouvements suspects des fonds de la collecte de fonds. Julien avait même retrouvé le docteur Leclerc, qui avait confirmé qu'il avait démissionné plutôt que de falsifier des documents médicaux à la demande de maman. Alors que je lisais les derniers paragraphes, les larmes brouillèrent ma vision. Peut-être que l'aspect le plus tragique de cette affaire n'est pas l'argent volé à des donateurs bien intentionnés, mais le bilan psychologique d'une adolescente forcée de participer à sa propre exploitation. Rowan Lambert n'a pas seulement perdu confiance en ses parents. Elle a perdu son enfance à cause d'un mensonge qui a consumé sa famille et sa communauté. Je n'arrêtais pas de penser que quelqu'un remarquerait que je n'étais pas réellement malade, a-t-elle déclaré à ce journaliste. Mais les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Et mes parents ont fait en sorte que tout le monde s'attende à voir une fille mourante. Je posai mon téléphone. Un étrange mélange de soulagement et de chagrin me submergea. La vérité était sortie. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les semaines suivant la révélation de la fraude de mes parents se déroulèrent comme des scènes d'un film auquel je ne pouvais pas échapper. GoFundMe non seulement remboursa tous les donateurs, mais annonça une action collective contre mes parents pour violation de leurs conditions d'utilisation. Le bureau du procureur de la République déposa des accusations criminelles, fraude, exploitation d'enfants et mise en danger. Notre maison devint un spectacle médiatique. Les reporters campèrent sur le trottoir tandis que les voisins regardaient avec stupéfaction et exprimaient leur choc et leur trahison. Il semblait être une famille si normale devint le refrain répété aux nouvelles locales. Maman et papa furent libérés sous caution avec condition. Pas de contact avec Léo ou moi. Pas d'accès aux plateformes de collecte de fonds. Vérifications hebdomadaires auprès d'un officier de justice. Ils déménagèrent dans un motel bon marché en périphérie de la ville, leur carte de crédit gelée, leur compte bancaire saisi pour enquête, et l'appartement modeste de 2 chambres de Sarah devint notre sanctuaire. Elle convertit sa salle de couture en chambre pour Léo tandis que je dormais sur un canapé-lit dans le salon. L'arrangement était exigu mais paisible. Pas de caméra, pas de performance, pas de mensonge. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec Mireille, confia Sarah un soir après que Léo se fut endormi. La façon dont elle contrôlait tout, comment Damien s'effaçait autour d'elle. Mais ça, je n'aurais jamais imaginé ça. À l'école, je devins simultanément célèbre et invisible. Certains élèves m'évitaient complètement, incertains de ce qu'il fallait dire à la fille dont le scandale familial faisait tendance sur Twitter. D'autres me regardaient ouvertement, chuchotant à mon passage. Quelques-uns me tendirent la main avec une véritable inquiétude, y compris Thomas, qui resta fermement à mes côtés. « Ils sont juste mal à l'aise », expliqua-t-il pendant que nous déjeunions seuls dans un coin de la cafétéria. Ils ne savent pas s'ils doivent avoir pitié de toi ou quoi. Je ne veux que personne ait pitié de moi, dis-je, picorant mon sandwich.
Je veux juste la normalité. Thomas me donna un léger coup d'épaule. La normalité, c'est surfait. De plus, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Je ne me sens pas courageuse. C'est généralement comme ça que ça marche, dit-il sagement. Les gens les plus courageux ne pensent jamais l'être. Léo luttait pour comprendre ce qui se passait. Des psychologues pour enfants travaillèrent avec lui 2 fois par semaine en utilisant la thérapie par le jeu et un langage adapté à son âge pour l'aider à assimiler la situation. Parfois, il venait se blottir dans mon lit de fortune la nuit, son petit corps enroulé contre le mien. « Est-ce que maman et papa sont de mauvaises personnes ?» demanda-t-il une de ces nuits, sa voix petite dans l'obscurité. Je lui caressai les cheveux, choisissant mes mots avec soin. Ils ont fait de très mauvais choix, Léo. Ils ont menti à propos de quelque chose de grave, et maintenant ils doivent en subir les conséquences. Est-ce que nous rentrerons jamais à la maison? Je ne sais pas, mais nous allons aller bien maintenant. Je promets. Promis, juré? Il tendit son petit doigt dans l'obscurité. Promis, juré, murmurai-je, liant mon doigt au sien. 3 semaines après que nous nous soyons installés chez la tante Claire, le docteur Leclerc contacta Julien Moreau pour me demander de le rencontrer. Avec la permission de la tante Claire et la présence de Madame Bernard, nous nous rencontrâmes dans un café tranquille au centre-ville. Le docteur Leclerc paraissait plus âgé que je ne m'en souvenais, des mèches grises striant ses cheveux sombres. « Rowan, dit-il, me serrant la main formellement. Je vous dois des excuses. Pourquoi? Pour ne pas avoir fait plus lorsque j'ai d'abord suspecté ce que votre mère préparait. Il remua son café intact distraitement. Elle est venue me voir il y a environ 8 mois, me demandant de documenter des symptômes que vous n'aviez pas, de vous référer à des spécialistes dont vous n'aviez pas besoin. Lorsque j'ai refusé, elle est devenue insistante. C'est pour ça que vous avez quitté le cabinet, demandai-je. Il hocha la tête. J'ai signalé mes préoccupations au conseil médical et au service de protection de l'enfance, mais sans preuve concrète. Il n'y avait pas grand-chose qu'ils puissent faire. Votre mère était très convaincante, larmoyante, désespérée pour sa fille malade. J'aurais dû insister davantage, trouver un moyen de vous parler en privé. Ce n'est pas de votre faute, dis-je. Elle a trompé beaucoup de monde. La différence, c'est que j'étais votre médecin. J'avais le devoir de vous protéger. Il se pencha. J'ai fait ma déclaration complète au procureur. Je veux que vous sachiez que je témoignerai si nécessaire. L'audience préliminaire était prévue pour début mai. Les avocats de mes parents cherchèrent à m'empêcher de témoigner, arguant qu'une enfant mineure ne devrait pas être forcée de parler contre ses parents. Le juge fut en désaccord, statuant que mon témoignage était essentiel pour établir les faits de l'affaire. La salle d'audience me parut impossiblement grande alors que je montais à la barre des témoins. Maman et papa étaient assis à la table de la défense. Maman dans une robe bleue sobre, les cheveux tirés sévèrement en arrière. Papa dans un costume qui pendait lâchement sur sa silhouette. Son visage émacié par le stress. Les yeux de maman ne quittèrent pas les miens pendant que je prêtais serment, ni en colère, ni suppliant, juste en regardant, en calculant, comme si elle essayait encore de diriger ma performance. La procureure, Madame Lefebvre, s'approcha doucement. Rowan, dans vos propres mots, pouvez-vous dire au tribunal quand vous avez d'abord réalisé que quelque chose n'allait pas avec votre prétendue maladie? J'ai raconté tout. Les faux symptômes, la collecte de fonds, les étranges smoothies au lieu de vrais médicaments. Avec chaque détail, je sentais un poids se soulever, la vérité ayant enfin son jour au soleil. Lorsqu'on me demanda si j'avais préparé une déclaration, je hochai la tête et dépliai une seule feuille de papier que j'avais écrite la nuit précédente. Je voulais être aimé, pas profitable, lus-je, ma voix devenant plus forte à chaque mot. Je voulais des parents qui me protègent, pas qui m'exploitent. Je voulais être une fille, pas un investissement. Je n'ai pas choisi de participer à ce mensonge, mais j'ai choisi d'y mettre fin. Pas seulement pour moi, mais pour ma sœur, pour les gens qui ont donné leur argent durement gagné, et pour chaque enfant qui combat réellement le cancer pendant que je faisais semblant. Je regardais directement mes parents pour la première fois. Le pire n'était pas le mensonge. C'est que vous m'avez rendu complice du mal fait à d'autres personnes, et je passerai le reste de ma vie à y remédier. La sentence tomba 3 semaines plus tard. Maman reçut 5 ans de prison pour fraude et exploitation d'enfants avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans. Papa, jugé moins coupable mais toujours responsable, reçut 18 mois de probation,
une thérapie obligatoire et 200 heures de service communautaire. Tous deux perdirent tous leurs droits parentaux. Devant le palais de justice, les reporters nous assaillirent. Julien Moreau, qui avait couvert toute l'affaire, nous aida à nous frayer un chemin jusqu'à la voiture de la tante Claire. Rohan, appela un reporter, comment vous sentez-vous par rapport à la sentence? Je m'arrêtai, réfléchissant. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste la vérité. Maintenant, je l'ai. En quelques jours, ma déclaration de tribunal se répandit en ligne. Les utilisateurs des médias sociaux commencèrent à m'appeler la fille qui a arrêté le mensonge. Les hashtags devinrent populaires, des mèmes circulaires, ma boîte de réception se remplit de messages d'étrangers partageant leurs propres histoires de tromperie et de trahison familiale. Puis vint la lettre de la Fondation Solidarité Enfance, une organisation à but non lucratif soutenant les enfants exploités ou victimes de traite. Ils m'offrirent une bourse universitaire complète citant mon courage extraordinaire face à l'exploitation parentale. L'avenir, qui semblait si incertain il y a quelques mois à peine, s'ouvrit soudainement avec des possibilités que je n'avais jamais imaginées. Mais d'abord, je devais trouver un moyen de guérir. L'été arriva avec une douceur qui semblait en contradiction avec la tempête des 6 derniers mois. Léo et moi nous installâmes dans une nouvelle routine à l'appartement de tante Sarah. L'attention médiatique s'estompa progressivement à mesure que de nouveaux scandales captaient l'intérêt du public. Le procès était terminé, la sentence rendue. Tout ce qui restait était le travail lent et silencieux de reconstruire nos vies. La tante Sarah, qui avait toujours vécu seule, s'adapta à sa nouvelle parentalité avec une grâce remarquable. Elle réorganisa son emploi du temps de travail à la bibliothèque pour être là quand nous rentrions de l'école. Elle apprit à faire les pancakes à la banane préférés de Léo et m'aida à organiser ma collection grandissante de matériel d'art. Ta mère n'a jamais mentionné que tu étais une artiste si talentueuse, dit-elle un après-midi, me regardant dessiner la vue depuis son petit balcon. Elle ne le savait pas, répondis-je. J'ai arrêté de lui montrer mon art il y a des années. L'art était devenu mon refuge, le seul endroit où je pouvais exprimer des sentiments trop complexes pour les mots. Ma thérapeute, Dr Leclerc, encourageait cette issue, disant que le traumatisme trouvait souvent sa voie par la créativité avant de pouvoir être verbalisé. J'assistais à des thérapies 2 fois par semaine, assise dans le bureau du docteur Leclerc avec son éclairage doux et ses sons de la nature. Au début, je parlais à peine, répondant aux questions avec des réponses minimales. Mais progressivement, les mots commencèrent à couler. J'ai ce rêve, j'avouai lors d'une séance. Je me regarde dans un miroir, mais mon reflet est chauve et émacié, comme si j'avais vraiment eu le cancer. Et derrière moi, maman sourit. Que pensez-vous que cela signifie, demanda Dr Leclerc. Qu'une partie de moi croit encore sa version de la réalité. Que je ne suis toujours pas sûr de ce qui est vrai. Dr Leclerc hocha la tête. C'est courant chez les enfants qui ont subi du gaslighting. Votre sens de la réalité a été manipulé pendant longtemps. Il faut du temps pour reconfiancer pleinement vos propres perceptions. Combien de temps? Il n'y a pas de calendrier pour la guérison, Rohan. Mais je peux vous dire ceci. Vous avez déjà fait la partie la plus difficile. Vous avez reconnu le mensonge et choisi la vérité, même quand c'était douloureux. Alors que l'été progressait, je recommençais à peindre, quelque chose que j'avais adoré avant que le faux cancer ne consume notre vie de famille. Je commençais par de petites aquarelles, puis je passais à des toiles plus grandes, des paysages, principalement des espaces ouverts avec des horizons lointains. Dr Leclerc nota le symbolisme sans que j'aie à l'expliquer. Léo s'épanouit d'une manière qui nous surprit tous. Libéré de l'examen constant de maman et de son rôle parental performatif, il devint plus extraverti, plus confiant. Il rejoignit une équipe de soccer de quartier et se fit de nouvelles amies dont les parents ne savaient rien de notre histoire. Puis-je être un vrai enfant maintenant, me demanda-t-il une nuit alors que je le mettais au lit. Qu'est-ce que tu veux dire, Léo? Maman disait toujours que je devais faire attention parce que tu étais malade. Je ne pouvais pas avoir d'amis à la maison ou aller à des soirées pyjama parce que ça pourrait te rendre plus malade. Il attrapa un fil lâche sur sa couverture. Mais ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Tu n'as jamais été malade. Non, je ne l'étais pas, confirmai-je doucement. Alors, je peux être un vrai enfant maintenant avec des jeux et des fêtes d'anniversaire et tout le reste. Je le serrai fort. Oui, idiot. Tu peux être un vrai enfant maintenant. Nous pouvons toutes les deux. En juillet, je reçus un email de Julien Moreau.
Il avait suivi notre histoire depuis le début, écrivant des articles réfléchis et sensibles qui ne sensationnalisaient jamais ce qui s'était passé. Rowan, j'espère que cela vous trouve bien. Je voulais vous faire savoir que ma série sur le cas de votre famille a été nominée pour un prix de journalisme régional. Plus important encore, elle a contribué à sensibiliser à la fraude en matière de collecte de fonds et à l'exploitation parentale. Je vous écris pour vous demander si vous envisageriez de m'aider avec de futurs articles sur ce sujet, non pas en tant que sujet, mais en tant que contributrice. Votre perspective est unique et précieuse. Vous êtes déjà une conteuse, que vous le réalisiez ou non. Peut-être qu'un jour vous aimeriez faire un stage dans le journal. Pensez Y. Quoi qu'il en soit, j'admire votre courage et votre intégrité. Peu d'adultes auraient fait ce que vous avez fait, encore moins un adolescent. Je vous souhaite, à Léo et à vous, le meilleur, Julien. Je montrai l'email à la tante Claire, qui rayonnait de fierté. Tu devrais le faire, l'encouragea-t-elle. Ta voix compte. L'idée que ma voix compte, que j'ai quelque chose de précieux à apporter, m'était encore étrangère. Pendant des années, maman avait contrôlé ma voix, écrit mes paroles, déterminé quelle partie de moi était présentable au monde. En août, Madame Duval m'appela pour me demander si je voudrais parler lors d'une petite assemblée à la rentrée. Rien de grand, m'assura-t-elle. Juste un court discours sur l'intégrité pour l'orientation des premières années. Je pense que votre perspective serait puissante. J'ai accepté nerveusement. Prendre la parole en public n'avait jamais été ma force, surtout sans le coaching minutieux et les remarques scriptées de maman. Le jour de l'assemblée, je me trouvais devant une salle de professeurs et de nouvelles premières années, mes mains tremblant légèrement tandis que je dépliais mes notes. La plupart d'entre vous savent probablement qui je suis, commençai-je. Ou vous pensez me connaître. Jusqu'à récemment, j'étais connue comme la fille atteinte de cancer. Puis je suis devenue la fille dont les parents ont falsifié son cancer. Mais aucune de ces étiquettes ne correspond à qui je suis vraiment. Je levai les yeux, croisant le regard d'élèves qui semblaient à la fois curieux et mal à l'aise. Je cherche encore à savoir qui je suis sans ces étiquettes. Mais je sais ceci. L'intégrité signifie avoir le courage d'être honnête, même quand la vérité fait mal. Même quand la vérité vous coûte quelque chose, même quand les personnes que vous aimez sont celles qui mentent. Les professeurs écoutaient avec des larmes aux yeux. Les premières années, dont beaucoup n'avaient pas entendu mon histoire de première main, étaient captivés. Pour la première fois, je parlais entièrement de ma propre voix. Pas de script, pas de coaching, pas de performance. Cela ressemblait à de la liberté. Ce soir-là, je m'assis sur le balcon de la tante Claire avec mon ordinateur portable, lisant certains des commentaires en ligne sur mon cas. La plupart étaient de soutien, mais d'autres étaient cruels, me traitant de menteuse, suggérant que j'avais tout inventé pour attirer l'attention, affirmant que j'avais trahi ma famille pour la gloire. Ne te torture pas avec ça, dit ma tante Claire, m'apportant une tasse de chocolat chaud. Je ne le fais pas, lui assurai-je. J'ai juste besoin de savoir ce qui est dehors, le bon et le mauvais. Elle s'assit à côté de moi, me regardant naviguer vers la page GoFundMe originale. Elle était toujours en ligne, mais avec une grande bannière indiquant qu'elle avait été fermée pour fraude. La section commentaires était devenue un champ de bataille entre partisans et sceptiques. D'un clic décisif, je supprimai le lien de mes favoris. Je pris d'abord une capture d'écran, non pas pour me souvenir de la douleur, mais de la survie. Tu sais ce que le docteur Leclerc m'a dit aujourd'hui, dis-je, fermant mon ordinateur portable. Elle a dit que ce qui m'est arrivé n'était pas de ma faute, mais que ma guérison était ma responsabilité. Que je pouvais décider de ce que cette expérience signifiait pour ma vie. Elle a raison, dit la tante Claire. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi? J'ai réfléchi à cela, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des teintes d'orange et de rose. Je n'étais pas malade, mais j'étais brisé, et maintenant je guéris enfin selon mes propres termes. Le rire de Léo flotta à travers la fenêtre ouverte pendant qu'il jouait avec la fille du voisin dans le salon. Le son était de la joie pure et libérée. Le genre qui vient seulement d'un enfant qui se sent en sécurité et aimé. Pour la première fois depuis des mois, je me permis de croire que nous irions vraiment bien. Différents, certes, changés, indéniablement, mais entiers à nouveau. Finalement, la vérité nous avait libérés. Maintenant, il nous suffisait d'apprendre à vivre dans cette liberté.